Donc Euh, Suzanne, ça y est, tu es arrivée en Californie? Oui, Hmm. Les 2 heures du matin pour toi, si je... oui, c'est ça. Ah, c'est très très gentil à toi de veiller aussi tard ou de te lever si tôt. Je sais pas où tu en es dans ta nuit là. Hein, pour venir nous apporter ton éclairage et ta vision de l'eau, du cycle de l'eau, de la rivière. Et est-ce que tu vas nous parler de castor aujourd'hui? Ah ben oui. Bonjour tout le monde, je vous vois un tout petit peu et tout à l'heure, j'entendais pas les questions. Donc, alors, partage d'écran. Alors, vous m'excuserez, je vous fais une présentation un peu fatiguée. Donc, et là, vous m'entendez bien quand je parle? oui, Très bien. Oui. Ok. Donc, c'est une présentation pour une alliance avec le peuple castor face au changement climatique, passer de l'ère du drainage à l'ère de la réhydratation. Alors, pour moi, cette histoire, elle a commencé pendant que j'étudiais l'agroécologie, donc avec Hervé et avec l'école d'agroécologie du Gers. Mais comme j'étais en Californie, j'avais le contexte un petit peu particulier d'être dans les méga-feux. Et, mais en même temps, je faisais une recherche sur les contes qui nous aident à comprendre le monde. Et quand j'ai rencontré le castor, j'ai vu que le castor, dans les contes, c'est celui qui crée des lacs, qui crée des îles, qui est vraiment un transformateur de paysages et un créateur, en fait. Et je me suis demandé où il était dans la mythologie européenne. Mais surtout, ce que j'ai croisé entre-temps, c'est le rapport contemporain qui s'est développé depuis presque 15 ans dans nos zones, donc qui ont une très faible pluviométrie et qui ont des méga-feux. Et c'est une alliance avec les castors. Ici, donc vous voyez, c'est typiquement un endroit qui a un méga-feu. Et la seule zone qui n'a pas brûlé, c'est la zone où vit le castor. Donc comme vous voyez, donc le castor, il ralentit, il fait des ouvrages qui se végétalisent, qui complexifient le parcours de l'eau, si bien que l'eau, elle circule de bord à bord dans cette plaine. Alors quand il retient les sédiments qui tombent et donc la nappe est haute et c'est l'endroit refuge. C'est l'endroit où, dans ces méga-feux, où les animaux qui arrivent à fuir assez vite, ceux qui ont des pattes, arrivent à se retrouvent ici et c'est surtout de là que peut repartir les peuplements d'oiseaux et de graines de ces hotspots, en fait, euh, que sont ces zones humides de castor. Pour vous, j'ai fait un petit dessin pour expliquer ce qui s'est passé dans le temps. Donc, le castor, il y a 2 castors, il y en a un eurasien et un canadien. Ils ont tous les 2 des capacités à faire des ouvrages et ralentir l'eau. Et les plaines, ils ont à peu près la même taille. Je crois que l'eurasien est un tout petit peu plus petit. Et donc une vallée française aurait ressemblé à ça, c'est-à-dire des ouvrages de castors et une complexification de la végétation et surtout un très, très, très grand ralentissement du passage de l'eau. Ensuite, nous avons cohabité pendant quelques milliers d'années avec les castors parce que bien sûr, ce sont les zones les plus riches. Et ça, alors moi, je suis aussi du sud-ouest, pas de Biarritz, mais du sud-Gironde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris récemment, pourquoi il y avait autant une culture de chasse vers chez nous. Parce que la zone humide des Landes, en fait, elle devait avoir une abondance folle, non seulement de tous ces oiseaux migrateurs qui viennent se désaltérer dans leur parcours dans les zones humides, donc il y a de quoi chasser, mais il y a toutes les espèces
de poissons et de batraciens. Donc, nous, on mange des batraciens en France depuis très longtemps. Et donc, c'est les zones humides, c'est vraiment les grandes zones de vie. Il y a tous les herbivores qui viennent brouter. En fait, quasiment tous les animaux ont des interactions avec les rivières parce qu'ils doivent, parce qu'il faut boire. Et donc, ces lieux, ces zones humides, c'est des zones dans lesquelles les primates que nous sommes, ils se sont installés. Et on a commencé à aménager. Bon, bien sûr, on s'est servi des ouvrages de castors comme ponts, on s'est servi de leur fourrure, des petits bois qui nous écorcent, etc. Et puis, progressivement, les maraîchages se sont transformés en marécages parce que c'est les meilleures terres. Et progressivement, on a canalisé les cours d'eau pour les contrôler, en fait, pour pas qu'ils nous cassent les pieds, pour pas avoir les pieds mouillés, parce qu'on est une espèce qui aime pas avoir les pieds mouillés autant que le castor. Ça, c'est encore pour vous montrer à quoi peut ressembler des rivières en bonne santé. Mais pour moi, c'est important de vous le montrer parce que pour moi, ça a été un choc. Et ça a été un choc de comprendre qu'en fait, on n'a plus ces paysages en France parce que 90% de nos cours d'eau ont été recalibrés, ont été corsetés, ont été canalisés et on a tué le castor depuis tellement longtemps qu'on ne se souvient plus. On a une amnésie environnementale à cet endroit-là. Et là, vous voyez dans cette rivière qui n'est pas une grande rivière, hein, quand elle sort, elle est grande comme ça. Mais le castor l'a tellement complexifié son parcours qu'il n'y a plus d'ouvrage de castor quasiment. Il l'a tellement stabilisé avec de la végétation. Vous voyez, là, c'est là où il passe. Tout ça, c'est son parcours, ses parcours. Et donc, la végétation a stabilisé les différentes zones et il est plus obligé de faire des ouvrages. Là, on dirait qu'il y en a un qui est ébréché. Et c'est important de comprendre ça parce que ces vallées, c'est précisément celles qui sont nos meilleures terres agricoles. Le castor, c'est une espèce qui a 8 millions d'années et depuis 8 millions d'années, il mange du bois et il le met dans la rivière et surtout en faisant ça, il ralentit l'eau bien sûr, mais il ralentit le sédiment et il le bloque. Ce qui fait qu'il n'y a pas une incision de rivière. Là, comme on a canalisé la rivière dans un chenal et qu'on ne veut surtout pas qu'elle revienne ici, eh ben, elle grignote le lit et elle descend. Hein. Et puis nous, on déteste bien les ragondins qui nous cassent les berges, alors que peut-être qu'il fait juste son travail de rongeur et que nos berges sont quelque chose que nous avons créé et oublié que nous avons créé. Donc pour revenir au lien à l'agriculture et à ces sols agricoles extraordinaires, donc le castor, pendant des millions d'années, il grignote, il met son bois dans le lit de la rivière, il ralentit le limon, tout ce qui passe, il crée, en taillant le saule, la massette et toutes ces espèces d'eau, il stimule une biomasse complètement folle qui ne fait qu'aggrader le lit. Ensuite, quand on a commencé à les tuer et à cultiver dans ces plaines en dirigeant l'eau d'un côté ou de l'autre, on a vraiment fait descendre la qualité de ces sols. Et bien sûr, beaucoup plus vite quand les rivières se sont vraiment incisées pendant le recalibrage des années 70. Les zones humides disparaissent 3 fois plus vite que les forêts. Donc ça, c'est des lacs qui ont été créés par des castors. Une île, une mini-île créée par le castor. Donc comment le castor crée une île? C'est que quand un ouvrage est ébréché, toute cette matière, le sédiment qui est retenu derrière, il va se déposer un peu plus bas. Bon, là, c'est une petite échelle, mais on comprend comment le castor peut créer une île. Et donc, notre culture du drainage, elle est née... ça a été un effort répété depuis
un petit moment, qu'on connaît par cœur, hein, on connaît par cœur ces paysages, on connaît que des cours d'eau, on connaît que des cours d'eau qui vont tout droit et qui sont incisés, on connaît que ça. Et en fait, récemment, j'entendais un historien du drainage expliquer que quand il y a un drain comme ça qui est fait, bon, selon la pente, selon l'endroit, mais un drain comme ça peut assécher sur 1 kilomètre sur les côtés. Et une fois que l'eau est, vous comprenez qu'une fois que l'eau elle est descendue, si elle n'est pas obstruée, elle a aucune raison de remonter. Alors là, on est dans un cas très singulier parce qu'on dit souvent faut laisser la nature faire. Elle sait faire. Sauf que là, on a créé un système où la nature, elle ne peut plus faire. On lui a coupé tous les bras. On l'incapacite à s'auto-soigner. Ça, on a une culture de retrait d'embâcle en France en particulier, où on va retirer le bois qui obstrue le passage rapide de nos eaux pour se servir du bois. Hein. Je pense qu'historiquement, tout simplement, on se servait de ces bois pour chauffage, construction, etc. Et alors, pour que vous compreniez la différence, un cours d'eau de 2 km et demi sans castor, des cours d'eau qui sont comparables, sans castor, l'eau, elle passe en 3-4 heures. Elle n'a rien hydraté. Et avec une famille de castors sur 2 km 6, ou peut-être 2 familles de castors, parce qu'ils sont très territoriaux, c'est pas comme si on allait avoir 200 castors à un endroit, on a une famille, c'est tout. L'eau passe en 20 jours. Et quand l'eau passe en 20 jours, elle ressort filtrée. Là, l'eau, elle se prend toute la boue, elle a rien pour la filtrer. Là, il y a des ouvrages qui ont stoppé le sédiment et qui filtrent l'eau, quoi. C'est les systèmes de phytoépuration et c'est les systèmes encore plus récents où on met juste du broyat de bois parce qu'on a compris que c'est ça qui est filtré. Et donc, aux États-Unis, il y a des méthodes de restauration de cours d'eau qui imitent le castor en attendant son retour. Et ça s'appelle, en français, on commence à appeler ça ouvrage castor. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler low-tech avec des matériaux locaux. C'est des régénérations qui, à la différence des grosses régénérations qui passent par bureau d'études et études, là, on va dans la rivière et on fait toute une série de ces ouvrages. Ici, il y a des piquets et on tisse le végétal autour. Et maintenant, ces méthodes sont en train de beaucoup être utilisées par autant des éleveurs que les grosses exploitations forestières, que la pisciculture, enfin pas la pisciculture, mais ceux qui bénéficient du saumon. Alors, là, c'est un système avec des piquets. On n'est pas obligé de se servir de piquets. Donc, vous voyez, là, on travaille la berge pour l'arrondir. Une berge incisée, on l'arrondit. Voilà. Bon, là, c'est dans un contexte très particulier. Quand le castor revient, c'est ce qu'on souhaite. Là, c'est une autre zone. C'est une zone d'élevage. On est en plus basse altitude, toujours en Californie. Donc, c'est un éleveur qui tuait ses castors. Et les biologistes l'ont accompagné. On leur dit, bon, mais vous allez arrêter de tuer vos castors, parce qu'il y a toujours une crise d'eau en Californie. Vous imaginez bien, ça coûte une fortune de donner de l'eau, d'acheminer de l'eau aux vaches. Là, c'est le printemps, donc c'est le seul moment où c'est vert. Et donc, ils ont accompagné cet éleveur en lui disant, bon, ben, vous allez mettre des barrières autour du tout petit cours d'eau que vous avez sur votre terrain pour empêcher les vaches de manger la végétation de ripisylve, et vous allez laisser le castor faire. Et on va mettre quelques ouvrages inspirés du castor. Donc là, c'était un endroit où il y avait un ouvrage inspiré du castor. Ils en ont fait, je ne sais plus, 25, un truc comme ça. Et la taille entre les mains de Kevin, c'est la taille du cours d'eau avant que les castors soient tués tout le temps.
voyez, le cours d'eau, c'est un ru, en fait. C'est un tout petit ru. En français, on a une expression qui est à petit ru, grand bièvre. Bièvre, c'est beaver, c'est le mot ancien pour dire castor, en français ou gaulois. Et donc, le cours d'eau, c'est un tout petit cours d'eau comme ça qui passait hyper vite. Le castor est revenu, il n'a pas aimé cet emplacement de barrage, donc il l'a détruit, il l'a rongé, s'est servi des poteaux ailleurs, et il a créé une zone. Donc le petit cours d'eau, il passait ici, et il a créé une zone de plusieurs hectares qui est totalement hydratée, maintenant les oiseaux se posent là. Maintenant, bien sûr, il n'y a pas un problème pour donner à boire aux vaches, parce que ça a humidifié toute cette zone. Là, c'est là où ils avaient mis la barrière pour empêcher les vaches de rentrer. Bien sûr, le castor est allé bien plus loin que prévu. Ça, ce sont les hydronymes de castor en France. Ce sont certains des lieux et surtout des cours d'eau qui ont des noms de castor. Donc, vous voyez que le castor, il était partout. Bon, le Pays Basque, moi, j'ai essayé de chercher parce que, mais en fait, je sais pas comment. Enfin, on m'a juste dit castoro, mais castoro, c'est un mot qui est plus récent. Ça date je crois, de 1000. Hervé, tu me diras si je me trompe, mais c'est plus récent que bièvre et beuve et tout ça. Donc cette recherche, elle est juste pas faite en fait. Je sais pas comment la faire parce que nous, on a le patois vers ici et ici, je sais pas. Donc ça, c'est juste parce que c'est une recherche incomplète. Et s'il était là, il était là aussi. Et il était là. Et s'il était là, il était dans toutes les Pyrénées, très certainement. Ils sont en train de calculer, faire une estimation à combien il y avait de castors, combien il y avait pu avoir de castors sur ce territoire. Et c'est en se basant sur combien de... c'est compliqué comme calcul, mais pour vous donner une idée, en Amérique du Nord, je crois que si c'est entre 200 et 400 millions de castors qui ont été tués. Et donc, on peut imaginer qu'on avait quelques millions de castors sur ce territoire. Et en Amérique du Nord, on le sait très bien parce que toutes ces peaux, elles sont passées au commerce de la fourrure pour être acheminées vers chez nous pendant la colonisation. Et il faut comprendre que la fourrure de castor a beaucoup de valeur et il y a des énormes fortunes qui sont basées qui sont nées du castor. Et donc en France, on a mis en place les premiers ouvrages inspirés du castor dans la Drôme. On travaille avec le service GEMAPI et la DREAL. L'OFB maintenant fait un suivi pour mesurer l'humidité dans les sols. Et donc on a fait une zone, on avait une zone pilote. Donc ce qu'on a fait, donc ça c'était le petit lit bleu, c'est là où passait la rivière avant, mais ça a tellement changé depuis. Donc ça c'était le premier prototype. On a fait un mange-berge ici parce que, comme vous avez compris avec mes explications, la rivière a besoin de manger du sédiment. Mange-berge ici pour casser cette chose et ensuite ouvrage inspiré du castor pour retenir le sédiment, pour faire monter la nappe et réhydrater toute cette zone. L'objectif, c'est parce que si ça redevient une éponge, c'est de l'eau stockée qui ressort par ici et c'est de l'eau stockée qui va tout simplement pas à l'océan. Voilà, donc on a fait 2 et depuis on a fait 2 autres complexes castor et là on est en train de dialoguer pour voir comment on peut lancer des formations de techniciens de rivière à partir de cet endroit-là parce qu'en fait tout le monde est bouleversé. C'est bouleversant parce que aussitôt qu'on fait ça, les libellules reviennent pondre parce qu'elles ont besoin d'eau un tout petit peu plus lente. Il faut comprendre que aux 1000 vitesses de l'eau correspondent 1000 habitats. Chaque espèce a besoin de sa petite vitesse d'eau parfaite et en fait quand on leur donne pas une vitesse juste un peu plus lente, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et donc sur un autre site qui est suivi par des naturalistes,
sur une ferme. J'ai pas des images de l'autre site. Comme c'est suivi par des naturalistes, ils ont mis, enfin là aussi on a mis des caméras pièges, donc on a vu que le renard et tout ça commence à se servir de cet ouvrage. Enfin, toutes les espèces se servent de cet ouvrage parce que ça leur fait un pont, ils n'ont pas envie de se mouiller les pieds, eux non plus. Mais ils ont observé tellement d'oiseaux, ils ont les chevaliers, un héron noir, des espèces qui n'avaient pas un lieu pour s'arrêter. Et donc ça, l'autre cas dont je n'ai pas des photos, c'est sur une ferme où, en fait, quand on est propriétaire des deux côtés de la berge, quand on est agriculteur, là c'était une rivière qui était entubée, on l'a détubée et on a fait des ouvrages castors mimétiques et on n'a pas besoin d'autorisation. Je me rends compte que j'ai oublié une image très importante sur le temps profond des rivières, mais bon. Pour vous expliquer un petit peu, donc ça c'est un ouvrage de castor qui est arraché par une crue. Le castor, il a fait 7 parties. La rivière, elle a répondu avec du sédiment. Le castor, il répond avec du végétal, du sédiment, du végétal. Et donc c'est un dialogue entre le castor et la rivière. Donc je collabore avec Baptiste Morisot et comme il dit, quand nous on a fini un pont, quand on met la dernière pierre, on a fini. Le castor, quand il met sa dernière brindille, ben, la conversation avec la rivière, elle commence. Et ensuite il répond, il commande, etc. Et alors, juste pour vous donner, vous expliquer le contexte, en France, il y a plein de projets de restauration de cours d'eau. Donc on prend la pelle et on arrête la ligne droite et on fait un serpent. Le problème, c'est que quand on fait un serpent, on a restauré la forme du cours d'eau, mais on n'a pas activé tous les processus biologiques qui font qu'une rivière elle est vivante. Comme j'ai juste entendu la fin de ce que vous disiez avant, sans la forêt à côté, la rivière elle a besoin que tout ce bois il tombe dedans. Et je suis désolée, je vais aller chercher un dessin que je voulais absolument vous montrer, mais une toute petite seconde, je vais le chercher. Réfléchir à vos questions. Oh mince, je l'avais bien préparé, j'avais mis des tags et tout dessus. Bon. Bon, je continue, je l'apprendrai à la fin pour expliquer mieux. Donc le castor, c'est une espèce clé de voûte. Quand il fait un ouvrage, ça, toutes ces autres, c'est une cascade de bénéfices. Castor et inondation, ça c'est quand même un aspect important. Bon, c'est un dessin qui n'est pas génial, mais bon, qui explique quand même un peu. Plus l'eau elle est ralentie en amont et décélérée et stockée dans les sols, moins elle va descendre et inonder. Bien sûr, ce qui manque dans cette représentation, c'est tout ce qu'on sait sur la capacité de nos sols à retenir l'eau, dont Hervé a certainement parlé, et que nos sols ne sont plus capables de faire tellement ils ont été compactés, violentés par l'agriculture qui ne sait pas. Et donc, bon, comme vous comprenez, donc c'est le souci, enfin l'enjeu, il est énorme, c'est donc passer de l'ère du drainage à l'ère de la réhydratation. Quand on ne sait pas, on fait des méga-bassines. Une méga-bassine, ça coûte, je ne sais pas combien de millions d'euros, et un castor, il a 8 millions d'années d'expérience en hydrologie. Et là, on a refait un petit dessin, parce qu'en fait, quand on représente les cycles de l'eau, et vous en avez certainement parlé, on ne représente jamais le castor et les tonnes d'eau qu'il stocke en faisant ses ouvrages. Un cours d'eau en bonne santé, en bonne santé, c'est une succession d'ouvrages de castor. Hervé, je te laisse parler de ça pendant que je cherche mon image. Que je vois bien cette image. Ah, mais je connais ça. C'est chez, je veux dire, c'est chez moi. J'y suis tellement souvent. Voilà, c'est
C'est une des vallées sèches de la Drôme, une vallée donc qui était sèche, où il y avait de la pelouse sèche, chez un agriculteur. Sa prairie, pour la Pâque, elle nourrissait 0,1 brebis par hectare. Hein, normalement, dans des bonnes terres, ici, ça doit être 6-7 brebis à l'hectare qui sont nourries là-bas. 0,1 brebis. C'est-à-dire pour nourrir des brebis, il fallait 10 hectares. Quoi, hein. Donc, ils ont des exploitations très grandes, 1100 hectares, 1300 hectares. Hein. Et donc, un jour, les castors sont arrivés. Ils ont commencé à faire un petit barrage, un deuxième petit barrage. Ça commence à inonder le bas. Il va couper tous les arbres, tout a crevé. Et puis soudainement, l'herbe s'est mise à pousser autour. Soudainement, la productivité de l'herbe s'est mise à augmenter. Soudainement, cette rivière qui était tout le temps sèche, il y a quelques kilomètres où il y a les castors maintenant qui sont installés. Enfin, quelques kilomètres, quelques centaines de mètres où les castors sont installés. 100 mètres en amont, on est dans la vallée sèche. Et puis, on commence à entendre de l'eau couler. On ne la voit pas, mais elle est juste un petit peu souterraine. Et puis, arrive le premier petit barrage de castors, mais donc en été il est vide, le deuxième, le troisième, et puis là il y a de l'eau. Le quatrième, il y a de l'eau. Et puis après on voit l'eau qui coule d'un barrage à l'autre, tac, 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 et puis ça sur quelques centaines de mètres, et puis un peu plus bas, l'eau redisparaît et retourne dans le sous-sol. Et pendant tout le tronçon où les castors sont là, on entend l'eau qui coule. Elle était souterraine, elle est de nouveau souterraine après. Mais au niveau de la nappe d'eau, cette nappe d'eau, elle s'est reconstituée jusqu'à la surface grâce au barrage des castors. Et cette eau, donc, a infiltré tous les sédiments qui sont autour et a infiltré, ce qui fait que près des barrages de castors, on a de l'eau, de l'herbe qui est haute comme la table. Et donc là, maintenant, ils y font pâturer des vaches même, et pas que les moutons, parce qu'il y a vraiment de la très très bonne herbe qui est à cet endroit-là. Il y a de l'eau, alors qu'il n'y avait pas d'eau. Il y a des canards colverts qui sont venus nicher. Là, au bout de 2 ans, ils étaient 6 à venir vivre ici. Il n'y avait pas de canards colverts sur ces zones désertiques. Hein, d'où est-ce qu'ils sont venus. Il y a les libellules qui sont revenues. Il y a des naturalistes qui ont suivi ça. Toutes les libellules de la Drôme sont présentes dans ce petit truc-là, dont une espèce qu'on croyait éteinte. C'est juste fabuleux. Et en combien de temps ça s'est fait? 4 ans. 4 ans. Voilà. Et ça, moi, ça m'a donné vraiment un gros coup au moral, parce que je me suis formé au système d'hydrologie régénérative. J'ai essayé d'aller chez plein de monde pour expliquer voilà comment on peut faire et tout ça. Moi, je fais ça depuis 15 ans, et en 4 ans, ils ont fait mieux que moi. Vous voyez ? Mais ouais, moi je me dis, mais maintenant je vais arrêter mon boulot d'hydrologue régénérateur, je vais réintroduire des castors partout, quoi. Hein, voilà, oui. Mais alors justement, Et il me semble, Hervé, que Marco gagne 1 mois de pâturage, en fait. Ah oui, et donc là en plus, augmentation de la productivité, et donc c'est le GAEC de Montlahuc, allez voir leur site internet dans la Drôme, hein, et donc... tout le monde disait, ah bah ouais, maintenant il y a la ripisylve, elle va augmenter, on va perdre de la surface pour la Pâque. Hein, voilà, perdre de la surface pour la Pâque. Sauf que lui, bon peut-être il a perdu quelques hectares qui sont devenus de l'eau en bas, hein, mais par contre il gagne un mois, et là même cette année, je pense que c'était même beaucoup plus loin de pâturage en plus. Donc certes, il a un petit peu moins de Pâques, mais il nourrit ses bêtes, quoi. Il n'est pas obligé d'acheter du foin ailleurs quand il fait tellement chaud et tellement sec et qu'il n'y a plus rien à manger pour les bêtes avec ces grosses canicules. Hein. Voilà, c'est extraordinaire, oui. et c'est facile de réintroduire du castor. Enfin, moi je crois que, je suis pas folle, j'ai pas halluciné, mais j'en ai vu sur la niche rame. Oui, mais il y en a, il paraît, il y en a deux qui sont arrivés en J'en ai vu, je pensais que j'avais halluciné, mais j'ai l'impression que non. Et concrètement, une famille, parce qu'on voit qu'il n'en faut pas beaucoup, est-ce qu'une famille reste? Est-ce que c'est facile de réintroduire? Comment ça se passe? Alors, ça peut se réintroduire, et donc là, il faut voir ça très activement. Savez-vous qu'aujourd'hui, en Belgique, ils ont réouvert la chasse aux castors, parce que la population est tellement importante qu'il y a des endroits où les castors sont un peu coquins, ils inondent les zones industrielles ou les centres commerciaux. Donc, ces castors,
au lieu de les chasser, on pourrait très bien les récupérer et puis les faire venir. Ils Mais resteraient là, ici si on les et alors, réintroduit. après, il faut avoir des territoires et leur préparer des territoires avec qui soient castor sexy. Et ce que fait Suzanne quand ils font du castor mimétisme, là, des choses comme ça, c'est qu'on commence à préparer des territoires pour que ça ressemble à des territoires de castor et quand les castors viennent là-dedans. Alors, après, vous avez bien vu, il y a un barrage qui avait été fait, le castor, il a démonté, c'était pas là qu'il voulait le mettre, il voulait le mettre un petit peu à côté, parce qu'il a une vraie connaissance de toutes ces choses-là. Mais quand on leur laisse un petit peu d'espace, quand on leur laisse cette capacité à se développer, ils vont venir. Et la vie est faite de cette façon qu'elle est reproductible. Et donc c'est ça qui feront la vie durable, c'est qu'elle sait se reproduire. Et si on a une famille de castors qui vit bien, ben, elle va faire des petits qui vont aller un petit peu en haut, un petit peu en bas, et puis tout doucement, ça va se remettre en place. Et je ne sais pas si dans le Pays Basque on pourra réintroduire beaucoup de castors, parce que j'ai vu que dans le fond là des vallées, il y a toujours plein de maisons. Mais même à Biriatou, le centre du monde de l'écologie, il y a les castors, ça risque. Bon, c'est vrai que les trucs de pelote de basque qui sont un peu en hauteur, ils ne seront pas inondés. On pourra toujours faire de la pelote basque, mais en bas, il y a quelques maisons. Donc il faudra trouver les lieux. Des lieux qui leur conviennent bien, jusqu'en amont des bassins versants. Et c'est ce qu'on disait depuis le début, qu'en amont des bassins versants, c'est là où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et quand on voit que dans des endroits où il n'y a pas d'eau qui coule, il y a de l'eau qui se remet à couler. Quand on voit que des endroits où il y a trop d'eau qui coule, eh ben, tout ça c'est retenu, c'est mis en sécurité et ça évite les inondations en dessous. Bon, je te prends la parole, mais montre-nous ce beau dessin, là, Suzanne. Oui, alors ce dessin, on l'a fait parce qu'en fait, pour pouvoir, changer notre rapport au cours d'eau, tu vois, tout ce dont tu parles, de ces maisons en fond de vallée, on n'a fait que ça, quoi, contrôler, caler nos rivières pour pouvoir, aller vivre au plus près et puis pour accaparer toutes les terres. Mais en fait, donc on a fait ce dessin pour expliquer le temps profond des rivières. Donc ça, c'est l'ère minérale qui a duré, je sais pas, que 4 et quelques millions d'années, milliards d'années. Ensuite, l'apparition du végétal. Le végétal, il apparaît il y a 800 millions d'années, c'est ça, Hervé, j'espère? Ouais, non, c'est Et ça. et en fait, quand il commence à tomber dans l'eau, à la ralentir et enfin, on avait ce dessin pour comprendre la complexité des parcours, des cheminements de l'eau et en fait, tout l'effort de la vie à ralentir l'eau dans le système vasculaire, dans nous qui sommes, je sais pas, 90 eau et donc il y a 8 millions d'années, il y a le castor qui apparaît, qui commence à faire ses ouvrages et donc là, en fait, si vous voulez, c'est un dessin qui représente la courbe de quantité de, bois dans l'eau. Ça, c'est le temps et ça, c'est la quantité de bois dans l'eau et les cours d'eau en bonne santé, ils ont énormément de bois à l'intérieur et donc quand le castor arrive, il y a encore plus, de bois dans le cours d'eau. Ça, c'est les quelques, milliers d'années où nous, humains, nous avons cohabité avec les castors. Nous avons partagé les mêmes lieux et ensuite, ça c'est, voilà, c'est il y a, 1000 ans où on commence à tout canaliser et à affamer nos cours d'eau de bois et de sédiments et à accélérer nos eaux, vers l'océan, nos eaux douces, tellement précieuses, si bien qu'on est redescendu à l'ère minérale, en fait. Et le pire, c'est que quand on voit ces belles photos de cours d'eau qui galopent dans la montagne sur des galets, on a l'impression de voir des cours d'eau en bonne santé. Sauf que très certainement, ils sont revenus à l'ère minérale parce qu'ils n'ont plus rien pour les ralentir, parce qu'on a une culture du propre de la rivière, comme on a une culture du propre des champs et une culture du propre dans la forêt. Voilà, je pense que est-ce qu'en temps, on s'arrête ici? Je ne sais pas où on en est trop. Oui, on peut passer s'il y a des questions dans le public. D'accord. Ouais.
Je pense qu'on est tous d'accord sur l'utilisation qu'on devrait faire de ces terres, mais simplement nos terres, elles sont déjà utilisées. T'entends pas, Suzanne? Attends. On est tous d'accord sur l'utilisation qu'on peut faire de ces terres, mais les terres sont déjà utilisées par des humains. Et vous en avez parlé, mais implicitement. Oui, Attends. ça c'est... Attends, Suzanne, on te transmet la question. Vous en avez parlé implicitement, mais il va falloir faire des arbitrages avec les utilisations que l'on fait déjà des terres. Et donc ça, si c'était quelque chose qu'on pourrait faire en plus, on serait tous d'accord. Simplement, il va falloir le faire à la place des habitats, à la place de la ville, à la place des champs. Enfin, à la place de quoi on fait ça, en fait? Alors, comment est-ce qu'on peut... il y a des arbitrages à faire entre les castors et les humains, et à la place de quoi on va laisser la place aux castors? C'est ça la question, quoi, hein, à ces arbitrages. Oui, alors faut savoir que on a des alliés, hein. Nous, dans le sud-ouest, on n'est vraiment pas équipés parce que c'est tellement une idée ovni pour nous. Mais il faut savoir qu'en Isère, en Suisse, ils ont des plans de gestion castor et ils cohabitent avec le castor depuis déjà pas mal d'années. Donc le castor a été réintroduit en France, enfin il en restait quelques-uns, il a été réintroduit depuis les années 70 et donc tout de suite ces soucis, ces tensions entre agriculture et castor ont émergé. Mais vraiment l'enjeu c'est de comprendre que les zones humides sont plus valables, qui disparaissent tellement vite, elles sont plus valables qu'un autre champ de maïs. Et donc, ils ont mis en place en Isère, et Hervé, tu connais le sujet autant que moi, ils ont mis en place des compensations. En fait, ils ont racheté des terres à des agriculteurs de vallée, dans certains cas, et avec cette idée que la zone humide avait plus, qui stocke du carbone, hein, qui a plus de valeur à une collectivité qu'un autre champ de maïs. Donc, et tout ça, c'est des outils qui sont déjà mis en place en France et qu'on peut partager aussi. On peut citer la mesure 14.7 du GIEC, hein, dont la boîte à outils, 6e rapport du GIEC, 14.7 du GIEC. Donc, à titre d'exemple, combien rapporte pour la communauté le fait de planter 40 à 80 arbres par hectare en zone agricole, hein, en intraparcellaire, ce qu'on appelle l'agroforesterie? Ça rapporte entre 130 et 180 $, c'est tout calculé en dollars, par hectare. Quelques familles de castors sur 1 km de cours d'eau, ça rapporte à la collectivité 65 000 $ par an. Par an. En aménité, lutte anti-incendie, stockage du carbone, biodiversité et régulation de l'eau. Voilà, sur ces éléments-là. C'est un truc qui est hyper efficace. Donc, si en France, la mesure 14.7 avait été validée par la France, qui n'a pas été le cas du tout, hein, ça a été validé par les USA, ça a été validé par d'autres pays, mais pas par nous. Et donc, ça voudrait dire qu'une agglomération, une communauté d'agglomération, qui introduirait des castors pourrait bénéficier de ce qu'on appelle en France le plan de relance, donc des subventions qui viennent des gens qui polluent et qui redistribuent l'argent, de 65 000 $ par an. Ça, économiquement, serait un poids tout à fait considérable pour permettre l'évolution des choses. Et l'arbitrage économique serait fait tout de suite. Qu'est-ce que c'est que 65 000 $ par an qui arrive par rapport à peut-être une indemnité auprès d'agriculteurs pour un hectare de maïs, ou 3 000 $ à donner à un agriculteur? On fait très vite le calcul. C'est tellement plus important de faire ces choses-là. En Californie, il a fallu que tout brûle pour que les gens prennent conscience de ça. Chez nous, est-ce qu'il va falloir attendre que tout ait brûlé ou que tout ait déjà été inondé et que c'est comme dans des secteurs entiers du pourtour méditerranéen aujourd'hui, les maisons qui étaient dans les lits des rivières sont démolies, Et si ce n'est pas nous qui les démolissons et qui les sortons des plans d'occupation des sols, c'est les grandes crues qui le font, et rappelez-vous de toutes ces catastrophes que l'on voit quand il y a des grandes crues. Hein. Donc est-ce qu'on laisse la nature réguler les choses sur la mode catastrophe, ou est-ce qu'on a l'intelligence de se mettre autour d'une table et de se dire, il y a des choses qui sont chiffrées par la science, par les États, par la technique et par les économistes dans les mesures du GIEC, et qui évaluent que c'est un intérêt, et si ça a un intérêt, comme ça a un intérêt, ça permet de trancher et d'orienter les choses correctement. Allez voir donc le rapport du GIEC, hein, c'est indiqué. En France, pour la lutte incendie, on investit un Canadair, hein, comme disait Laurent. Un Canadair, ça coûte 30 millions € à l'achat, plus après l'entretien. La Californie investit 30 millions € par an
dans l'introduction des castors. Enfin, 3 millions. 3 millions, ouais. Beaucoup moins. 3 millions. Très, très Ouais. peu. Voilà, et puis 3 millions, c'est pour les Canadaires. Voilà, c'est le même montant que la France fait sur les Canadaires que la Californie fait pour les castors. Voilà. Une autre Et question. aussi, et on peut Pardon. penser que la place, on l'a. Enfin, quand on sait qu'une méga-bassine, elle peut faire 15 hectares, on peut aussi se dire, tiens, cet espace. Et la différence entre la méga-bassine, et c'est pas pour. Enfin, quand on sait pas, on sait pas. Quand on sait pas, on fait ça. Mais quand on sait, peut-être qu'on peut penser différemment. La méga-bassine, il y a eu l'évaporation et il y a eu. Tout ça, ça s'évapore et ça contribue certainement au réchauffement climatique. Alors que quand les castors font des ouvrages, l'eau, elle est stockée dans les sols. Et dans les sols, la température est constante et l'eau, elle reste froide, en fait. Et il y a énormément en France ce souci de continuité écologique. On efface les ponts, les seuils des moulins, avec ce souci de fluidifier nos rivières. Mais il faudrait que, suite à cet effacement des ponts, on accueille le castor. Je voulais juste rajouter une petite chose pour que... Mince, où est-ce que vous êtes? Ah oui, je suis là. Je voulais vous partager le fait qu'on a créé un outil pour communiquer avec les syndicats mixtes et les techniciens de rivière. Start screen share. Oupsie. Et c'est en ligne, mais je voulais que vous sachiez que ça existe. Avec donc Baptiste Morisot, on a fait une petite vidéo. Je suis Cédric Cadet, je suis chef de projet GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, à la communauté d'agglomération Valence-Roman-Aglo. Bon, c'est pas hyper excitant à montrer comme ça, mais c'est pour que vous sachiez que la restitution... Suzanne, cette vidéo, pour tous ceux qui ont reçu le mail, il y a le lien collé à la phrase mimétisme du castor, il y a le lien vers cette vidéo dans le mail d'invitation. Bon, Voilà. Et puis donc on peut aussi dévoiler que tu es en train d'écrire un livre avec Baptiste Morisot justement sur les castors et on attend ça avec une immense impatience parce que techniquement, scientifiquement, éthiquement, philosophiquement, il y a ça joue à plein de points de la façon d'apprendre à vivre ensemble, nous et la nature, quoi, hein. Et donc, je voulais aussi te remercier pour ce travail fabuleux que tu apportes, hein. Encore une question. On a une dernière question et après Laurent Denise qui a levé la main apparemment. Je voulais toujours rebondir par rapport à la question de monsieur. Je pense que ça va passer aussi par un gros travail de pédagogie vis-à-vis des élus, tout simplement, hein. On a des gros contre-exemples de tout ce qui a été démontré là sur des projets qui sont financés par l'agence de l'eau à 80%, ou aujourd'hui sur le marais de Tiguetorte, c'est un des plus gros projets de restauration hydromorpho de cours d'eau qui s'est passé sur la Nouvelle-Aquitaine depuis toujours, je pense qu'il n'y a jamais eu un projet aussi ambitieux, où on nous a fait retirer, il y a eu toute une libération d'emprise qui a été faite. Donc quand je parle de libération d'emprise, je parle de déboisage, qui a été faite pour pouvoir justement faire retrouver la jalle, donc on appelle ça une jalle sur le Médoc, pour retrouver le cours originel de la jalle. En fait, on a fait toute une libération d'emprise au préalable. On nous a fait retirer l'entièreté du bois de ce marais. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont financées aujourd'hui par l'agence de l'eau. On parle des financeurs. Je pense que aujourd'hui, tant que l'agence de l'eau financera ce genre de choses, et tant que, enfin, ça va passer par une très grosse pédagogie, déjà des élus. On parlait tout à l'heure sur l'hydrologie régénérative, la mise en place de seuils. Aujourd'hui, j'en discutais en off avec mon voisin, on le fait dans le cadre de mesures de compensation, mais systématiquement en cours de travaux, on est obligé, contraint de le retirer sur des plaintes de riverains. Donc, enfin, tout ce que je vois depuis ce matin, vous le sentez d'ailleurs, je suis un peu énervé depuis ce matin, mais tout ce dont on parle depuis ce matin, moi je suis à 300%, vous prêchez un convaincu. Le problème c'est qu'en fait sur la mise en œuvre sur le territoire, on est à des années-lumière de tout ça, parce qu'on a des gens en face, des interlocuteurs, des riverains, des élus, des professionnels, mais qui sont absolument pas
Mais ils sont à 10 000 lieues de toutes ces notions. Pédagogie, voilà, le mot a été Mais donné il y a et un ce sera le sujet travail de la monumental. table ronde. Mais bien sûr, Monumental. il ne faut pas se désespérer, il faut y Voilà, aller. je me désespère pas. Voilà. On pourra en reparler après aussi à la table ronde. Une toute petite question. La relation entre le ragondin et le castor, il y en a un qui est plus positif, moins positif, ils sont complémentaires. Ragondin ou castor? La C'est différence. pas où, c'est et. Est-ce qu'ils Ouais. peuvent déjà vivre ensemble? As-tu entendu la question, Moi, non. Suzanne? Non. Vas-y. Je crois que j'ai compris la colère contre les élus et notre expérience, c'est que souvent les techniciens de rivière, ils savent que la rivière a faim de bois, ils savent très bien et ils ont des demandes de riverains qui leur demandent, qui sont encore dans la culture du propre de la rivière et c'est très compliqué. Mais La question, du coup, c'était quelle différence entre castor et ragondin sur l'impact ou sur. Ouais. ouais, bah, rien à voir en fait. Rien à voir. Le ragondin, il n'est pas endémique, il est plus petit. Lui, c'est un rongeur, donc comme tous les rongeurs, il est très utile, très utile à la porosité des sols. Donc il creuse dans les berges. Le castor, pas du tout. Bon, vous, les seuls castors que vous avez dans le Pays Basque, c'est des castors de fleuve, donc ils construisent des huttes dans la berge. Ils ne remplissent pas leur rôle écosystémique de faire des ouvrages et faire remonter la nappe, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et le castor est beaucoup plus gros. Et c'est après l'humain, c'est certainement l'espèce qui transforme le paysage le plus. Le ragondin, ça n'a rien à voir. Et il n'est même pas endémique, en fait. Laurent, tu avais levé la main? Oui, parce on a reparlé des bassines. Pour faire simple, les bassines, nous, on est en train d'arrêter le programme parce qu'en fait, au mètre cube d'eau stocké, c'est 10 fois plus cher qu'une simple réserve collinaire. Donc, en fait, le programme va s'arrêter. C'était énorme, ça ne marche pas. Donc, c'est 10 fois, c'est absolument énorme. Après, cet après-midi, je ne pourrais pas être avec vous, mais n'oubliez pas aussi que les humains consomment des tonnes de médicaments par an et que ces tonnes de médicaments finissent dans les rivières. On a un gros souci de pollution aux médicaments dans les rivières. Et la seule façon de ne plus polluer une rivière, c'est de rejeter dans des sols vivants, donc la phytoremédiation, la phytoépuration. Mais essayez d'évoquer aussi les médicaments parce que ça, ce n'est pas traité dans les stations d'épuration. Les stations d'épuration traitent à 90% globalement la saleté, mais pas les 10% qui restent, ce sont les plus toxiques. On ne sait pas les enlever, sauf avec des sols vivants, c'est-à-dire avec des bactéries, des champignons qui vont les décomposer. Et ça, c'est un gros souci sur les rivières françaises. Et ça va jusque dans les océans, les bassins ostréicoles, et c'est dramatique. En fait. Voilà. Merci. J'en profite pour dire qu'il y a un siècle, les castors ont été réintroduits au nord de New York pour filtrer l'eau de la ville de New York. Leurs ouvrages, la succession de leurs ouvrages est compris depuis très longtemps comme pour leur capacité à filtrer. Les médicaments, j'en sais rien. Merci Suzanne. Merci beaucoup. Merci.